Bonsoir et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Club de 28 minutes avec à l'affiche ce soir des invités tout beaux, tout bronzés, journalistes, essayistes, dessinatrices. Ils vont s'attaquer à l'actualité de la semaine. Au menu ce soir, 26 pays de la coalition des volontaires qui s'engagent à l'issue d'un sommet réuni à Paris à déployer des troupes en Ukraine après la conclusion d'un cessez-le-feu. 26 країн погодились надати Україні гарантії безпеки. І я думаю, що на сьогодні за довгий час це така серйозна, перша така серйозна дуже конкретика. Reste à voir évidemment ce que fera Donald Trump alors que la Chine étale sa puissance aux yeux du monde en accueillant Poutine et de nombreux dirigeants anti-occidentaux. Les Européens peuvent-ils convaincre le président américain de hausser le ton et d'agir contre la Russie? On en débattra. Puis nous accueillerons notre invité de la semaine. Auteur et comédien, Michael Delis nous invitera à participer à sa petite sauterie, La fête du slip ou le pipeau de la puissance. C'est le titre de son seul en scène, en forme d'introspection où il s'interroge drôlement sur ses relations longtemps tumultueuses avec son pénis, mais ça va beaucoup mieux. Et en fin d'émission, nous retrouverons le toujours surprenant David Castello-Lopez qui n'a pas ce genre de soucis, n'est-ce pas? Salut David. Non, bonjour Renaud. Aujourd'hui, je vous parlerai du maquillage. Le maquillage qui est cette invention qui permet à des gens qui ont des visages pas top, comme par exemple moi, d'améliorer leur visage pour le rendre plus présentable. Eh ben on verra ça. À tout à l'heure David. Voilà donc le programme du Club de 28 minutes, c'est parti. Bonsoir Marjorie Adelson. Bonsoir Renaud. Ravi de vous retrouver Marjorie et Frédéric Seiss bien sûr. Bonsoir, Salut Fred, Renaud. bienvenue à tous les deux. Et voici nos invités ce soir, Julie Gradiani. Bonsoir Renaud. Bienvenue à vous, je rappelle que vous êtes essayiste. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. À vos côtés, Pierre Jacquemin. Bonsoir Renaud. Bienvenue Pierre, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Politis, dont la une de cette semaine s'affiche à l'écran, une une qui alerte sur l'extrême difficulté d'informer sur ce qui se passe à Gaza. Et puis à vos côtés, Isabelle Saporta, essayiste. Bienvenue Isabelle. Merci. Et au pupitre, c'est notre ami Louison. Salut Louison. Salut Renaud. Toujours dessinatrice, bien sûr. A priori. Ah bah, ça nous arrange. Et je rappelle surtout le titre de votre livre, Et le bébé alors, qui est paru aux éditions Flammarion. Tout de suite, Frédéric, on va commencer avec la première actualité de la semaine. C'est le spectre de la dissolution qui plane sur la crise politique en France. Oui, J-3 avant le vote de confiance à l'Assemblée nationale et le probable départ de François Bayrou. Et ensuite, que faire? Faudra-t-il à nouveau dissoudre, comme le suggère, le prédit même Nicolas Sarkozy dans Le Figaro cette semaine? Votre avis, Isabelle Saporta? Écoutez, il n'y a pas que le président Sarkozy qui pense ça, il y a la majorité des Français qui le demandent en fait. On est arrivé dans une impasse dans laquelle, au fond, Emmanuel Macron nous a mis en faisant cette dissolution il y a un an. Donc voilà, on est en train de récolter un an d'instabilité et on arrive au bout du bout. Et effectivement, en plus, on a eu le droit au suicide sur scène du Premier ministre François Bayrou qui devrait pas très bien finir lundi, effectivement. Mais en même temps, Pierre Jacquemin, la dissolution, on a connu ça l'année dernière, il s'était censé apporter une clarification, on a vu ce que ça a donné. Est-ce qu'au final, il n'y a pas un risque de bis repetita? Si, c'est-à-dire que je pense qu'avant la dissolution, il reste quand même quelques options, et notamment l'option de la gauche. La gauche est arrivée en tête des dernières élections législatives. Certes, elle n'a pas de majorité, certes, elle doit faire elle-même des propositions qui ont vocation à nouer des compromis, faire avancer un certain nombre de choses. Je pense notamment à la taxe Zuckman dont on parle beaucoup. Elle a été votée au Parlement à l'hiver dernier. Donc Et je la pense gauche qu'il dont y vous a parlez une aujourd'hui, option. elle est divisée aujourd'hui, cette gauche, Elle par est rapport à l'année divisée, dernière. souvenez-vous, elle justement, était aussi très divisée. On sortait d'une campagne présidentielle lors de la première NUPES. Elle était très divisée. Personne ne croyait à la possibilité de la gauche de se mettre d'accord. Je ne sais pas si elle sera en capacité de se remettre d'accord pour possiblement faire une proposition gouvernementale. Mais avant la dissolution, il reste cette option et qui ne me paraît pas infondée que la gauche la demande. Alors justement, puisqu'on parle de la gauche, Raphaël Glucksmann est plutôt d'accord avec vous. Pour l'eurodéputé européen et patron du parti Place Publique, c'est un scénario, la dissolution, à éviter. Moi, je ne veux pas la brutalisation des institutions et regarder ce qu'a donné la première dissolution. Donc, il faut voir si on peut éviter ce scénario. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord, eh bien, ce sera un échec immense, mais il n'y aura pas d'alternative à la dissolution. Et à ce moment-là, nous serons prêts. Julie Graziani, Emmanuel Macron a fait des appels du pied au centre-gauche, notamment aux socialistes. Ils seront, selon vous, au centre du jeu demain? Oui, certainement. Et on voit qu'il y a une différence d'appréciation qui est de plus en plus marquée, Pierre le rappelait, entre la dissolution vue par la gauche
et l'hypothèse de la dissolution vue par le Rassemblement national. Le parti qui pousse pour la dissolution, clairement, c'est le Rassemblement national, parce que eux, ils ont quelque chose à y gagner. Ils partent du principe que le Front républicain va se fissurer ou sera moins efficace que l'année dernière. Et c'est le raisonnement inverse que fait la gauche. La gauche se dit que si ce Front républicain fonctionne moins bien, le risque est grand qu'il n'ait pas autant de voix, autant de nombre de députés numériquement. Si bien qu'à mon avis, le pari qu'ils font, et cette fois c'est plus le Parti socialiste qui a la manœuvre là-dessus, rappelez-vous, l'été dernier, le nouveau Front populaire demande déjà qu'on lui confie les clés du pouvoir, motif pris que numériquement, en agrégeant tous les partis qui composent le nouveau Front, c'est la première coalition. On leur répond, c'est pas possible, pour deux raisons. La première, c'est que même en étant la première, numériquement, vous n'avez pas la majorité. Et la seconde, mais qui était presque la plus importante, c'est que votre proximité avec la France insoumise fait de vous, finalement, par capillarité, quelque chose, un objet politique infréquentable. Et là, le Parti socialiste répond à cette objection en se mettant en avant, lui, pour proposer le gouvernement. D'ailleurs. Exactement. Donc, en fait, comme si il disait, on se dégage de la tutelle de la France insoumise pour qu'on nous confie le gouvernement. Mais ils auront besoin, si ce scénario se réalise, de revenir quand même chercher des alliés chez les Insoumis au moment des votes à l'Assemblée. Alors je reviens à ce spectre de la dissolution agité par certains, et notamment par le Rassemblement national, vous disiez, est-ce qu'il y aurait forcément un nouveau émiettement comme l'année dernière, ou est-ce qu'il y aura au contraire clarification, et peut-être d'ailleurs au bénéfice de l'extrême droite, avec une majorité du RN? C'est un peu le scénario dessiné cette semaine dans le Figaro, par Nicolas Sarkozy, d'ailleurs. C'est ce qu'il dit, une dissolution, ça pourrait être une clarification, et dit-il, lui, bien le RN, après tout, peut gagner ces élections. Le vrai problème qu'on a, au fond, c'est qu'il serait temps que les politiques pensent d'abord à la France plutôt qu'à penser à eux-mêmes. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. Julie, le vrai problème, c'est qu'il y a toute une partie de la classe politique qui se dit, au fond, s'il y a une nouvelle dissolution, on va se faire balayer. Bon, la question n'est pas tellement qu'il soit balayé ou pas balayé, la question, c'est démocratiquement, qu'est-ce qu'on fait? Comment on avance? Là, on voit bien que ça fait 1 an qu'on n'avance pas. Oui, c'est pas ma question. Ma question portait justement sur si la clarification, c'est le RN au pouvoir, dites allons-y. Moi, je dis. Alors, moi, la vraie question. Moi, je pense, en regardant les sondages, et vous voyez bien qu'on est avec un centre aujourd'hui qui est autour de 12, 13, 14. Vous savez bien que pour vous maintenir au deuxième tour, s'il y a des triangulaires, il faut au moins 12-5. Donc, il y a plein d'endroits où il n'y aura pas de triangulation possible. Et effectivement, on va se retrouver avec un affrontement RN, la gauche. Moi, j'entends très bien qu'il y ait toute une partie de la population qui ne veuille pas qu'il y ait le RN au pouvoir. Maintenant, soit c'est un parti antidémocratique, et dans ces cas-là, on l'interdit, soit c'est un parti démocratique, et c'est le premier parti de France, et s'il gagne, il gagne. On ne peut pas non plus continuer à dire la démocratie, c'est quand ça m'arrange, et quand ça ne m'arrange pas et que c'est mes ennemis politiques, mes adversaires politiques, j'en veux pas. Pierre Jacquemin, dernier sondage, 33% des intentions de vote d'après l'IFOP pour le Rassemblement national. Il faut ajouter 5% pour le parti d'Éric Zemmour, qui pourrait faire des renforts au deuxième tour. Évidemment, on nuance toujours les sondages en disant que les législatives, ce sont 577 élections locales. Malgré tout, c'est une poussée, mais une poussée inéluctable cette fois-ci pour le pouvoir, d'après vous, ou bien on peut peut-être jouer à se faire peur et c'est peut-être plus compliqué que ça. Même si on additionne les voix du Dupont-Aignan, effectivement, ou de Zemmour, on arrive à 40%. Ça fait quand même entre 6 et 7 personnes qui ne veulent pas de l'extrême droite. Ça a été vérifié lors des seconds tours de l'élection législative. Moi, ce qui m'inquiète avec l'élection anticipée législative, c'est que finalement, on se retrouve avec une assemblée encore ingouvernable et que la solution d'après, ça va être Emmanuel Macron qui devra se poser la question de est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je suis le problème? Et effectivement, il sera le problème. Et que seule une démission du président de la République peut entraîner derrière une élection législative. Si vous faites une élection législative anticipée et que derrière une élection présidentielle, vous ne pouvez pas permettre au président de la République de faire une campagne pour avoir une majorité avec lui. C'est le principe de la Ve République. C'est pour ça que je pense que la véritable solution, c'est là maintenant essayer un gouvernement de gauche. Si ça ne marche pas, c'est une démission du président de la République avec une élection législative qui suivra. C'est pour ça que même à droite, aujourd'hui, vous avez Jean-François Copé, vous avez Valérie Pécresse qui demandent, au fond, une élection présidentielle anticipée. Donc, Et d'ici là, sur cette fameuse dissolution hypothétique, un dessin de Louison. Alors, contre toute attente, je suis d'accord avec Sarkozy sur la dissolution, mais celle du cachet d'aspirine pour les électeurs de gauche qui attendent toujours un gouvernement. Frédéric, merci Louison. Frédéric, votre duel de la semaine, ce sont deux populations et même deux mondes que tout oppose. Oui, Renaud, à ma gauche, des teufeurs, des participants à une rave party rassemblés pendant 4 jours au son des musiques électroniques dans une zone rurale de l'Aude, à 30 km de Narbonne. À ma droite, des viticulteurs qui ont donc vu arriver sur leurs terres ces centaines de fêtards, des terres qui avaient été en partie calcinées par les incendies de cet été. Alors ces propriétaires ont un peu l'impression de subir les plaies d'Égypte, des feux, puis une rave party qui arrive chez eux. Je ne sais pas qu'on a assez déjà perdu de choses. Ils sont là pour voir le spectacle d'une garrigue complètement calcinée. C'est un manque de respect total. On ne les empêche pas de faire la fête, mais faire la fête pour se moquer de nous, on n'a pas besoin de gérer ça en plus.
Avec jusqu'à 2500 participants au pic de la fête le week-end dernier. Dans la zone, les flammes avaient détruit 63 habitations et tué une personne. Alors j'irai danser sur vos tombes. Est-ce que c'est le sens de cette fête non déclarée en préfecture? Les teufeurs interrogés, eux, nient toute mauvaise intention. La plupart disent ne rien avoir su des circonstances en amont. Il n'empêche, à bout de nerfs, une cinquantaine d'habitants, parfois armés de barres de fer, s'en sont pris au véhicule des fêtards, aux grandes dames de cette jeune femme qui pensait venir passer un week-end de sérénité et de lâcher prise. Ils sont arrivés avec des tracteurs et ils ont littéralement retourné des voitures, dont la nôtre. Il y en a qui ont fini dans des ravins. Bien sûr, je comprends qu'on n'a rien à faire là, que c'est leur territoire. Mais c'est juste, je pense qu'on peut trouver aussi un terrain d'entente. Il n'y a pas besoin de monter ni dans la violence, mais des deux côtés. Alors hier, les organisateurs de ce rassemblement ont fini par présenter leurs excuses. Nous sommes profondément désolés d'avoir blessé les sentiments des personnes touchées par l'incendie. Nous avons été inconscients de l'impact que nous avons effectivement causé. Et les autorités dans tout cela, elles ont d'abord été dépassées par l'afflux du nombre de participants. La préfecture a finalement mobilisé 250 gendarmes, aussi pour éviter d'ailleurs les affrontements entre les groupes et évacuer peu à peu les teufeurs. 1 millier d'entre eux ont écopé d'une verbalisation. 135 €, sanction beaucoup trop faible selon le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui veut changer la loi. Faire en sorte qu'on ait un délit désormais, qu'on criminalise, si j'ose dire, l'organisation de ces manifestations qui sont illégales et aussi qu'on ait des amendes de 750 € pour celles et ceux qui y participent. Criminaliser donc l'organisation de ces rave parties, Julie Graziani, ça veut dire des peines de prison, c'est ça que ça veut dire en langage clair. Est-ce que ça ne va pas trop loin malgré tout ? En tout cas, il faut que les interdictions soient davantage dissuasives, parce que le fait est que là, ça a particulièrement fait scandale dans le contexte que vous avez rappelé, où l'organisation et l'afflux de visiteurs a été vu comme une marque de désinvolture, finalement, comme si on ne respectait pas une période de deuil pour les habitants qui avaient eu à souffrir des dégâts matériels et humains. Mais ça fait des années qu'il y a cette politique du fait accompli qui est pratiquée par les organisations qui font ce type d'événements festifs. Et ça, c'est à mettre en relation avec les contraintes très fortes, par ailleurs, dans l'interdiction qui pèsent sur le citoyen lambda quand il veut profiter des espaces naturels. Ce même été, dans tout un tas de départements, les promeneurs n'avaient pas le droit d'aller en forêt et en sous-bois passer midi, sous peine de lourdes amendes. Donc il y a une question d'acceptabilité sociale des interdictions qui sont faites dans l'intérêt de la nature, mais qu'on accepte que dans la mesure où les autres n'en sont pas dispensés. Pierre Jacquemin, je vous voyais dodeliné. Oui, je regardais ça avec beaucoup d'intérêt parce que Giorgia Meloni, quand elle est arrivée au pouvoir, une des premières mesures qu'elle prend, c'est d'interdire tout rassemblement festif au-delà de 50 personnes quand ce n'est pas autorisé. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de criminaliser une pratique culturelle française. Il y a un peu de la marge là, entre 2500 personnes à cet endroit-là et 50 personnes. C'est pas anodin que M. Retailleau décide de réagir sur une mobilisation festive, qui est une mobilisation festive qui appartient au patrimoine culturel français. Les musiques électroniques sont trop peu soutenues aujourd'hui par le ministère de la Culture. Vous allez au ministère de la Culture, vous comparez le financement qui est dédié aux musiques actuelles ou aux musiques électroniques, c'est 5% par rapport aux musiques de chant, aux musiques... Il n'y a pas d'autres moyens ou d'autres endroits où défendre justement. Alors, c'est très malheureux le fait qu'ils aient choisi ce site, c'est absolument certain, et c'est très bien qu'ils s'en soient excusés. Maintenant, le problème, c'est qu'ils n'obtiennent aucune autorisation des autorités, notamment des préfectures, pour obtenir des espaces. On a quand même suffisamment d'espaces en France. Vous voulez dire qu'ils essayent de déclarer ces événements, ils n'obtiennent pas d'autorisation. C'est ça qu'il faut arriver à obtenir. C'est que, je suis désolé, il faut arrêter d'interdire ces mobilisations. Elles sont légitimes, elles ont le droit d'exister. Il faut juste que les préfectures, en lien avec les associations, trouvent des lieux qui conviennent à tout le monde. Un dessin de notre ami Louison. Alors la musique n'adoucit pas forcément les mœurs, surtout les remixes de 25 minutes d'Allumer le feu. Peut-être que c'était pas la bonne idée, je ne sais pas. Merci Louison, c'est l'heure maintenant de la une internationale. C'était hier à la une du South China Morning Post, un journal hongkongais, le message de Xi Jinping au monde, une kyrielle d'invités de marque, le russe Poutine, le nord-coréen Kim Jong-un, l'iranien Pezeshkian ou encore le biélorusse Loukachenko, tous unis par la même détestation de l'Occident, une parade grandiose pour célébrer la victoire contre le Japon, la fin de la Seconde Guerre mondiale et un défilé militaire de grande ampleur avec pour la première fois la présentation de nouveaux missiles aux capacités de tir plus importantes, une spectaculaire démonstration de force que le numéro 1 chinois Xi Jinping a donc offert au monde. Faut-il s'en inquiéter, Isabelle Saporta, ou finalement se dire que ce rééquilibrage est inévitable aujourd'hui? En tout cas, pendant qu'effectivement cette partie du monde avance unie, où on a les Nord-Coréens, les Indiens, les Chinois, les Russes qu'on était censés avoir ostracisés, vous vous souvenez, qui avancent unis. Là, il n'est pas ostracisé. C'est bien ce que je dis. On était censés les avoir ostracisés. C'est-à-dire, au fond, toute la politique de l'Europe, ça a été de dire l'Ukraine, c'est impardonnable, ce qui est vrai. Et donc, on va ostraciser la Russie. Donc, on voit bien qu'il y a un front uni, au fond,
des dictatures et associées, pendant qu'en face, l'Europe est incapable de prendre une décision de façon unie par rapport à l'Ukraine. Xi Jinping et Vladimir Poutine, Julie Graziani, ce n'est pas une surprise qu'ils soient proches, ils le sont depuis plusieurs années, ils avaient même déclaré une sorte d'alliance illimitée, c'était le terme, peu avant la guerre en Ukraine. En revanche, est-ce que ce qui n'est pas inquiétant du point de vue des Européens et des Occidentaux, c'est Narendra Modi, le dirigeant indien, qui lui était en mauvais termes avec ces deux personnalités et qui est venu à cette réunion de l'organisation de Shanghai. Il était présent 2 jours avant, il s'est rapproché de la Chine et de la Russie. Est-ce que ce n'est pas ça le vrai danger ? Oui, parce qu'on a l'impression qu'on retrouve quelque chose qui existait déjà à l'époque. Vous savez, les pays non alignés, en fait, ceux qui contestaient la puissance impériale américaine. Quand je dis impériale, j'y mets pas de négativité, mais le fait est que les États-Unis sont, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un peu l'empire au sens où ils maîtrisent la monnaie internationale. C'est eux qui ont le plus d'influence et de pouvoir, en particulier militaire. Et la Chine est aujourd'hui la puissance montante, l'empire montant qui veut déclasser les États-Unis. Donc tout ça s'inscrit dans un processus qui, étape par étape, accumule les petites provocations. Rappelez-vous les manœuvres militaires autour de Taïwan en avril dernier. Rappelez-vous la manière dont l'Union européenne a été traitée en juillet, où finalement on a l'impression qu'on est considéré comme un marché, tout juste bon à prendre les produits, mais pas un véritable partenaire géopolitique. Donc oui, ça va continuer, et il faut que l'Occident se ressaisisse pour faire échec à ces tentatives de prise de pouvoir de la part de ces pays-là. C'est quoi l'Occident ? Parce que c'est quoi l'Occident ? Si c'est les États-Unis, c'est compliqué. Pierre Jacquemin, la Chine, c'était un concurrent commercial et économique. Est-ce que c'est devenu un adversaire, voire un ennemi, y compris sur le plan militaire d'ailleurs ? Mais sans doute, et d'ailleurs, franchement, quand on voit les images, ça fait froid dans le dos, mais un des responsables quand même de cette image, c'est quand même Donald Trump. Donald Trump, avec ses taxations absolument outrancières, a mis l'Inde du côté de la Chine, alors qu'elle était en désaccord total sur la question de la route de la soie, sur la question des frontières. Enfin, je veux dire, mettre autour de la table le Pakistan et l'Inde, alors qu'on sait très bien qu'il y a une guerre sur deux territoires dans cette zone-là. C'est quand même un coup de force et un sacré coup réussi pour Vladimir Poutine. Sauf qu'on ne peut pas reprocher à l'inverse à Donald Trump d'ostraciser Vladimir Poutine, lui. Il ne l'ostracise pas, il le rencontre même, etc. Bien sûr, oui. C'est là où on attend justement aujourd'hui une clarification, notamment liée à la réunion d'hier des Européens et de quelques autres pays du monde. C'est que Donald Trump, il tarde quand même à donner une position très claire. Isabelle Saporta, le front occidental ? Le front occidental, c'est une blague, le front occidental. Non, mais ça serait des valeurs, ça serait la démocratie, ça serait un pays qui n'est pas autoritaire et qui ait les moyens économiques de ses ambitions de valeurs. Par exemple, ne pas laisser le monopole des terres rares à la Chine. Parler de démocratie aux États-Unis, aujourd'hui, ça peut paraître. On peut aussi se poser des questions. La vérité, c'est qu'ils sont beaucoup plus proches, pardon de t'interrompre, ils sont beaucoup plus proches, en fait, quand vous regardez le livre de Giuliano d'Ampoli, les prédateurs, au fond, Donald Trump est beaucoup plus proche d'un mode de fonctionnement à la Poutine, à la Xi, que d'un mode de fonctionnement tel que le nôtre. Et on voit bien d'ailleurs qu'on est des nains politiques, hélas. Même si lui, contrairement, même si lui a été élu dans des conditions d'ailleurs démocratiques, Donald Trump, contrairement à Poutine ou oui. Alors, on verra s'il en partira de façon démocratique, puisqu'on a vu le Capitole la dernière fois. Un dessin de Louison. Alors moi, je commencerai à vraiment flipper le jour où ils vont tous se mettre à se baigner dans la Seine, parce que le 14 juillet, c'est facile de le copier, mais les vrais savent que la vraie difficulté, c'est d'aller faire trompette. Merci Louison. Et Frédéric, justement, pendant que la Chine parade, comme on vient de le voir, les soutiens européens de l'Ukraine, eux, espèrent encore convaincre Donald Trump, dont on parlait aussi, de hausser le ton et de finir par agir contre Vladimir Poutine. Oui, en cas de cessez-le-feu en Ukraine, comment garantir une paix durable ? C'était l'objectif de cette coalition des volontaires réunis hier à Paris. 26 pays, principalement européens, s'engagent à protéger l'Ukraine au sol, dans les airs, en mer, selon Emmanuel Macron, même si la répartition exacte de l'effort, pays par pays, n'a pas été dévoilée. Certains, comme l'Allemagne, sont d'ailleurs réticents à s'engager, sans certitude que les États-Unis, effectivement, soutiennent cette initiative. Hier, à l'issue du sommet, et après un coup de fil avec Donald Trump, Emmanuel Macron a tenté de lever les doutes. Les États-Unis d'Amérique ont été très clairs, et ils ont été très clairs dès notre rendez-vous de Washington, et ça a été réitéré là. C'est aussi pour cela qu'ils ont participé à tout le travail des dernières semaines sur leur soutien et leur volonté de faire partie des garanties de sécurité. Donc il n'y a pas de doute sur ce sujet. Pas de doute, dit Emmanuel Macron, mais pour l'instant, il n'y a pas non plus d'engagement public officiel de Donald Trump à soutenir ces garanties de sécurité européennes. Alors ça, c'est pour le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est que les Européens s'engagent, se parlent, se coordonnent, prennent des initiatives. Et vous, Isabelle Saporta, vous penchez de quel côté ?
Écoutez, en fait, ça fait des mois qu'on nous dit que l'Europe puissance est à naître et qu'on va voir ce qu'on va voir. Bon, on voit ce qu'on voit, c'est-à-dire on voit Donald Trump qui reçoit tous les Européens qui sont de dos, comme des petits garçons et des petites filles en train d'attendre ce que va leur dire le président des États-Unis. Et on voit hier qu'effectivement, rien n'est possible sans l'accord du président des États-Unis. On voit déjà l'Allemagne qui, soi-disant, fait partie des pays allants, qui sont prêts à donner des hommes, qui disent si les États-Unis n'y vont pas, c'est non. Donc on voit en fond une espèce de vassalisation de l'Europe par rapport aux États-Unis, des États-Unis qui nous ont dit, je veux dire J.D. Vance, le vice-président américain, dès avant l'élection, nous ont dit on ne restera pas en Ukraine. L'Europe devrait y aller sans les États-Unis, vous dites? La vérité, on doit être sans tartufferie, si on est d'accord. On a perdu cette guerre avec les États-Unis, comment voulez-vous qu'on la gagne sans eux, au fond, on voit bien qu'on n'a pas été capable de gagner et de porter les stockades. Par ailleurs, vous avez Vladimir Poutine qui vient de dire ce matin même que s'il y avait des troupes européennes, en fait, ce seraient des cibles pour lui. Et ce serait... Oui, mais il a répété de façon très directe et c'est lui-même. Et il a dit qu'il attendait aussi que Volodymyr Zelensky vienne à Canossa, si je peux me permettre, en Russie. Non, on n'est pas très bien parti, on ne va pas se mentir. Julie Graziani, malgré tout, il y a eu, on peut dire, des progrès depuis un an. Emmanuel Macron, d'ailleurs, hier rappelait, il y a un an, il n'y avait que 2 pays qui étaient dans cette coalition des volontaires les plus moteurs, la France et la Lituanie, pour envoyer des troupes. Désormais, il dit il y a 26 pays. Il y a malgré tout un progrès là-dessus? Oui, mais vous voyez, il y a une forme de satisfaction dans ces propos que vous venez de rappeler, qui tourne un peu à la vanité et qui me fait dire qu'on est peut-être, quand je dis on, c'est l'Europe, l'Union européenne, instrumentalisé dans une partie d'échecs dont j'ai du mal à deviner les coups. Parce que ce qui s'est passé finalement, c'est que Donald Trump a dit à l'Europe, organisez-vous pour gérer l'après-guerre, pour que moi je puisse faire pression sur Vladimir Poutine pour obtenir un cessez-le-feu. Mais on met un peu la charrue avant les bœufs, puisque précisément, il n'y a pas de cessez-le-feu. Donc, en engageant l'Union européenne à formuler des propositions de gestion du conflit post-cessez-le-feu ou post-armistice, on met aussi l'Union européenne en position de déployer une énergie phénoménale pour quelque chose qui peut-être ne servira pas, voire qui pourra contrecarrer un moment les plans de paix, parce que Vladimir Poutine pourrait dire, au fond, ces moyens militaires qui seront mis, moi je les considère comme une menace, donc il faut les retirer. Donc on viendrait nous demander de détricoter ce qu'on a péniblement mis en place. Donc je ne sais pas si dans tout ça, il n'y a pas de la part du président Trump une volonté de gagner du temps, de jouer un peu le dilatoire, en occupant l'Europe, en lui donnant un peu à Hochet quelque chose de pseudo-prestigieux, comme s'ils étaient partie prenante de la solution, mais qu'ils ne pourront pas mettre en œuvre. Mais Pierre Jacquemin, en même temps, Donald Trump, il a été en partie élu pour mettre fin à ce conflit. Donc au final, c'est assez logique son attitude, non? Bah oui, mais justement, c'est ça où le silence qu'est le sien à l'issue de la conclusion de la réunion d'hier est un peu de nature à ne pas nous être optimiste, en tout cas. Il y a eu une longue conversation téléphonique hier entre justement les pays de la coalition et Donald Trump. Il y a quelque chose d'assez utopique quand même dans ce qui s'est passé hier, parce qu'on est à la fois partagé entre le sentiment... on est satisfait de voir que l'Europe reprend des forces et s'associe à des pays comme le Canada, la Nouvelle-Zélande, etc., pour avoir un message fort sur on est autour de l'Ukraine, on soutiendra l'Ukraine jusqu'au bout, et en même temps de dire il y a deux préalables à tout ça. C'est le soutien des États-Unis, donc ça montre un peu notre dépendance aussi à la fois militaire mais à la fois diplomatique. Et l'autre chose, c'est le cessez-le-feu ou la paix. Mais on n'y est pas encore. Enfin, je veux dire qu'on va apporter des troupes au sol ou dans les airs ou dans les mers quand il y aura la paix. C'est aussi ce que demande Zelensky. Déjà la paix. Zelensky demande des garanties de sécurité, justement. C'est parce que aussi les Européens répondent à une demande du président ukrainien, Zelensky. Il demande des garanties de sécurité pour une paix durable. Bien sûr, sauf que la condition à tout ça, c'est que Poutine accepte qu'on aille vers ça. Isabelle Saporta, il y a aussi la question de la versatilité de Donald Trump. Hier, Volodymyr Zelensky était très mesuré. Il a dit « Moi, je veux un document écrit avec des parlements qui s'engagent pour dire « Oui, nous viendrons vous secourir, vous les Ukrainiens ». Autrement dit, il ne croit pas du tout aux paroles. C'est peut-être ça qui bloque aussi. C'est pas Zelensky qui bloque. Zelensky, enfin, franchement, je le trouve d'une patience incroyable avec Trump. Rappelez-vous l'humiliation qu'il a subie quand même dans le bureau ovale. Non, Zelensky, maintenant, il veut du dur, mais il l'aura pas. C'est ça le problème qu'on a. Et vous disiez tout à l'heure, effectivement, les troupes, vous avez raison, il faudrait des troupes. Sauf que pour maintenir l'ordre, au moment où enfin on aura réussi à faire cette paix, si ce n'est que, vous savez bien que c'est le narratif de Poutine, de dire en fait, c'est parce que l'OTAN s'était permis d'avancer que nous sommes entrés en guerre. Donc on voit bien qu'on est dans quelque chose d'assez inextricable. Et moi, ce que je trouve très, très inquiétant, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'on se paye de mots, qu'on se fait plaisir en montrant qu'il y a une Europe puissance et qu'on est derrière Zelensky, mais qu'on a déjà commencé à le lâcher. Un dessin de Louison. C'est pas très facile de faire la paix avec Donald Trump comme associé, surtout quand
n'y a même pas des frites là, mais imaginez un peu ce que ça va donner. Merci Louison. Marjorie, c'est maintenant l'heure de votre point com de la semaine. Et ce soir, c'est un troll démocrate qui prend Donald Trump, encore lui, à son propre jeu. Oui, œil pour œil, dent pour dent, voilà la nouvelle stratégie du gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom. Depuis quelques semaines, fini les messages sobres et polissés, il a décidé d'imiter Trump dans sa communication. Une communication alors agressive qui reprend tous les codes du président pour mieux les détourner et faire entendre la voix de l'opposition. Souvenez-vous, par exemple, c'était en février dernier, Trump s'était modestement affiché en roi. La Maison-Blanche avait partagé une fausse couverture imitant celle du Time. Longue vie au roi, pouvait-on lire, et on le voyait donc affublé d'une couronne. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Gavin Newsom a décidé de faire de même avec son service presse. Vous le voyez, cette fois-ci, c'est donc le gouverneur démocrate. Alors que Trump et ses partisans arborent partout aussi le fameux slogan « Make America Great Again », le gouverneur démocrate a décidé de le détourner. Voici désormais le drapeau « Make America Gavin Again ». Alors la concurrence, il faut savoir qu'elle est aussi vestimentaire. Alors on connaît tous la fameuse casquette de Trump, voilà, vous la voyez. Est-ce que vous connaissez sa concurrente ? Eh bien c'est encore Gavin qui a frappé. Je vous présente la casquette Newsom avait raison, surtout de rien. Les patriotes, nous dit-il avec ironie. Bref, de la mégalomanie et de la vantardise. Le voici par exemple tel Tom Cruise dans Top Gun, prêt à vaincre l'extrémisme de Trump. Cheveux gominés et lunettes aviateurs sur le nez. Sans oublier évidemment l'ingrédient phare de Trump, la provoque. Alors que Trump souhaite bonne nuit par exemple à ses abonnés, eh bien Newsom lui répond bonne nuit grand-père. Bref, un fait troll, comme vous disiez, Renaud, sur les réseaux. Alors, de son côté, la Maison-Blanche, elle adopte, on va dire, une posture qui est plutôt blasée. Mais Trump réagit parfois, l'accusant, par exemple, d'être bas dans les sondages. En tout cas, tout ça, ça stimule la créativité des internautes sur les réseaux. Oui, beaucoup s'amusent notamment avec des montages réalisés grâce à l'IA. Alors, vous avez, par exemple, Gavin le Sauveur, chevauchant un T-Rex. Voilà. Merci Lia. Ou encore, si vous préférez, il y a aussi un requin. Sur TikTok, il y a aussi Gavin sur un ours. Alors vous le savez, l'ours est le symbole de la Californie. Il est présent sur le drapeau californien. Et vous le voyez, il porte un Donald Trump visiblement affaibli. Pour ceux qui en redemandent, Renaud, il y a aussi Gavin en Superman ou Gavin avec des muscles saillants sauvant un chaton. Alors la question, c'est est-ce que tout ça, c'est réellement efficace ? Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'en quelques semaines, il a gagné plus de 3 millions de personnes sur les réseaux. Ces posts en fait sont systématiquement mis en avant par les algorithmes. Ils lui permettent par exemple de rappeler quelques faits. Alors que Donald Trump, souvenez-vous, avait envoyé la garde nationale lors des émeutes de Los Angeles, eh bien Gavin rappelle que la Floride a un taux de criminalité 130% plus élevé que la Californie. Voilà ce que vous ne verrez pas sur Fox News, dit-il. Pour rappel, la chaîne est le porte-voix de Donald Trump. Le gouverneur démocrate dénonce aussi la politique de Trump, notamment en matière de redécoupage des États en vue des élections de mi-mandat de 2026 pour favoriser le vote républicain. Pierre Jacquemin, est-ce que c'est la meilleure façon au final pour s'opposer à Trump de faire comme Gavin Newsom, d'utiliser ce même registre que le président américain ? Je crois pas. Honnêtement, ça ne me plaît pas du tout. Puis il y a un côté... peut-être qu'il devrait rencontrer les deux, Donald Trump et le Californien, votre invité qui va arriver, Michael Delis. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un combat, il y a une compétition à la survirilité, à la masculinité aux États-Unis, et je pense que les démocrates... Là, c'est du second degré, non ? Peut-être contrairement à Trump, non ? Oui, mais il touche tellement le public, il touche un public tellement conséquent que je pense qu'il devrait imposer un autre imaginaire, justement. C'est à eux d'offrir un autre imaginaire et d'offrir un autre horizon aux citoyens américains. Et je pense que rentrer dans le jeu de Donald Trump, c'est conforter d'une certaine manière, même s'il y a effectivement un peu de second degré, c'est de conforter ce discours-là très viriliste, très masculiniste, très ancré sur le pouvoir, la puissance. Ça, c'est des images qu'on n'a plus envie de voir. Isabelle Saporta, ça veut dire que les Américains n'arrivent pas forcément à comprendre qu'il essaye de ridiculiser Trump ? Qu'ils n'arrivent pas non, mais ça veut dire que les démocrates sont perdus, quoi. Les démocrates sont perdus. Donc moi, je vois bien que ça va devenir le meilleur influenceur politique. C'est très malin, tout ce que vous voulez. Mais enfin, il n'y a pas de contre-narratif au narratif de Trump. Donc je ne vois pas comment tu fais bouger une voix avec toutes ces bêtises, quoi.
Alors moi j'aime bien parce que C'est parce que vous voulez que les démocrates perdent. non, Vas-y. au Un mot, contraire. Julie. Le principal danger qui guette les électeurs, c'est de trop croire ce que leur racontent les hommes politiques. Donc les démocrates étaient tellement gênés aux entournures, toujours peur du faux pas, faire très attention à ce qu'ils disaient, qu'ils s'autorisent ces libertés de langage, de ton, qu'on ait un registre critique, tout ça, ça exerce l'esprit affûté de Déboutonne un peu, en l'électeur. quelque sorte, hein. Je trouve ça très bien, c'est plutôt bon pour la démocratie. Voilà. Merci Julie, un dessin de Louison. Alors, je pense que je suis plutôt d'accord avec Isabelle et Pierre, c'est-à-dire que ça commence à être fatigant tout ça. Merci Louison, et c'est maintenant l'heure d'accueillir celui que vous attendez tous, puisque vous en parliez à l'instant, c'est notre invité de la semaine, auteur, metteur en scène, comédien. Michael Delis s'est lancé dans une trilogie de seul en scène consacrée à la masculinité. Vous reprenez les 3 volets de cette trilogie, donc, dont La fête du slip ou Le pipeau de la puissance, la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, à la Scala à Paris. Dans ce spectacle, vous vous interrogez, Michael Delis, de façon très drôle, sur votre addiction passée au sexe, les injonctions de la performance faites aux hommes, et puis aussi sur votre pénis d'ailleurs. Et d'abord, on va commencer par une bonne nouvelle, si vous permettez, c'est que vous expliquez dans le spectacle que vous avez désormais une relation cordiale, je crois que c'est le mot, avec votre pénis. Ça n'a donc pas toujours été le cas. Disons qu'il était plus névrotique et plus obsessionnel, pour rebondir sur cette tendance à avoir des imaginaires exclusivement concentrés sur le virilisme. J'ai, comme tout un chacun, été élevé à ces injonctions-là, et donc c'était plus conflictuel ou, oui, un peu ça, obsessionnel, quoi. Donc ça va beaucoup mieux. On va le voir d'ailleurs tout de suite à travers un extrait de votre spectacle. On ne parle de micro-pénis que lorsque la taille du sexe en érection est inférieure à 7 cm, et soit l'équivalent d'un brick cubique, qui, soit dit en passant, fait la même flamme qu'un gros hippo. Pour rappel, les moyennes mondiales sont les suivantes: 13,12 cm pour l'érection, 10,66 pour la circonférence. Le vagin, qui n'est pas un puits sans fond, fait 7 à 8 cm, modulable sous le coup de l'érection. Celles qui vous diront ne sentir ou tolérer que les biroutes de mammouth sont soit de vilaines menteuses, soit des mammouths elles-mêmes. On voit la question de la taille, c'est quand même c'est un peu une thérapie d'ailleurs peut-être pour nombre d'entre nous, non? C'est un vrai problème pour vous? J'ai de bons thérapeutes, grâce à Dieu, qui m'ont permis justement de pouvoir analyser tout ça. Il y avait un complexe quand même, il y avait un sujet. Oui, en tout cas, il y a un sujet qui est social. Ce qui était intéressant là, c'est par la porte d'entrée de l'intime et de mon vécu, c'est de se rendre compte que les injonctions, elles procèdent de choses beaucoup plus larges, qu'il y a un atavisme, la famille, la société, le monde. Et plus on cherche, plus historiquement on fait l'enquête, et on se rend compte qu'il y a une sorte d'obsession pour le phallus tout-puissant, le priapisme ou la grosse quéquette, qu'il est de bon ton de déconstruire. Et pourtant, on se souvient évidemment du vieux sage, Coluche, qui disait en son temps c'est pas la taille qui compte, et personnellement, ça m'arrange. Marjorie. Je me demandais qui sont les gens qui viennent vous voir. Est-ce que ce sont des hommes qui cherchent à être rassurés ou des femmes qui ont une forme de curiosité peut-être? On a la chance d'avoir un public extrêmement large, parce que la trilogie avec le premier sexe et la grosse cinq de la virilité, ce premier volet, nous a permis de concerner à la fois des jeunes, des personnes plus âgées, des homos, des hétéros, des femmes qui emmènent leurs hommes, des maris qui sont emmenés par donc, la femme ou des enfants qui emmènent leur famille. Donc, ce qui est super, c'est que ça peut être assez concernant. Et cet objectif-là, de partir de l'intime en essayant d'être le plus universel possible, fait qu'on a contourné a priori le côté un peu donneur de leçons et ou thérapie collective pour donner plein d'éléments à ce que chacun puisse comprendre, réfléchir, remettre en question des choses, c'est chez soi. Donc je crois que c'est pour tout le monde. Et vous expliquez qu'en France, il existait un tribunal de l'impuissance au XVIe siècle, c'est ça? De quoi s'agit-il? J'ai découvert ça par Olivia Gazalet, qui est une autrice extraordinaire dans le mythe de la virilité. Et il s'agissait en fait de pouvoir tester la puissance d'un homme lorsqu'il était mis en défaut par sa femme. C'était un des rares leviers qu'avaient les femmes pour casser un mariage à l'époque. C'était en 1550. Et quand on avait besoin de preuves, on allait jusqu'au congrès, qui est une étape assez particulière, où il y avait un coït devant 10 personnages issus de jury ecclésiaste. Et donc, ils étaient tenus de Ce tribunal n'est plus en fonction. Non, mais ça termine en 1793, quand même. Il n'y avait quand même aucune chance que ça marche, du coup. Alors, ça, le contexte n'était pas hyper favorable. On ne va pas se mentir. Vous racontez aussi que vous êtes né en 1982, je crois, et donc c'est en même temps, d'ailleurs, que l'arrivée du sida, et que ça, évidemment, ça a pesé sur votre histoire et sur votre éducation sexuelle, ce contexte comme toute votre génération. Complètement, c'est ça. C'est de découvrir
découvrir en rentrant, en découvrant son corps et les possibilités du plaisir, que le sexe était éminemment lié à la mort. Et donc toute la construction par rapport à ça vient créer un rapport de défiance à la fois à autrui, à l'orgasme, que sais-je. Et donc c'est vrai que ce cataclysme qu'ont été les années SIDA, c'est un trauma un peu impensé. Et du coup qui me permet aussi de parler de l'arrivée de la PrEP, qui est un médicament extraordinaire et qui est sous ou méconnu, qui permet aujourd'hui de protéger de contamination en amont d'un rapport. Et voilà, donc je voulais en fait par ce sujet-là aborder tout ce continent inexploré du masculin qui va de la puissance à l'impuissance, en parlant de l'andropause, du sida et de plein de questions corollaires, outre la taille. Pierre ? Oui. Est-ce que dans votre réflexion, puisque vous parlez d'addiction, vous êtes arrivé à un moment d'addiction, est-ce que vous êtes interrogé sur votre rapport au pouvoir? Parce qu'on ne peut pas parler de sexe sans parler de pouvoir. Est-ce que votre addiction était liée à une forme de pouvoir finalement? Je pense que c'est une façon de venger quelque chose. En l'occurrence, moi j'étais un ado mal dans sa peau, gros, moqué, raillé, discriminé parce que différent. Et que clairement il y avait une façon de reconquérir quelque chose. Et d'ailleurs c'était intéressant d'étudier aussi tout le verbatim du discours amoureux et sexuel, de la conquête, de pilonner, de défoncer, de mitrailler, et de voir comment, l'air de rien, tout ça vient aussi façonner l'imaginaire, et donc vient effectivement mettre le sexe à l'endroit du pouvoir, avec un amalgame aussi sur la puissance, alors que ça devrait être l'endroit de la rencontre, du partage et, in fine, de la vulnérabilité. Julie, une question. Je voulais vous faire réfléchir sur un mot qui n'est plus guère usité que dans mon milieu culturel catholique. Si je vous dis chasteté, ça vous évoque plutôt de la frustration ou au contraire, c'est libérateur de l'injonction à jouir? Pour moi, dès lors que le vœu de chasteté, s'il émane d'un choix personnel, il n'y a aucune espèce de comportement qui devrait être à blâmer. Si c'est un plaisir ou un affranchissement ou une ascèse qui est en pleine conscience, mais c'est merveilleux. À la même façon, quelqu'un qui va être plutôt compulsif et charnel, c'est pas plus à blâmer. Ce qui est terrible, c'est de dresser des petites frontières, mais la chasteté en soi, ça peut être magnifique. C'est beau à échelle de couple, les moments où il se passe pas grand-chose et qu'on accepte ça, que c'est pas grave et dramatique. Donc c'est pas un gros mot, quoi. Voilà, et ça fera d'ailleurs l'objet peut-être d'un 4e volet. Hein, voilà. Un dessin de Louison. L'affiche est très belle, mais je vous en propose une autre qui pourra également indiquer donc, les monologues du Zizi et que le spectacle, selon la température de la salle, est plus ou moins court. Voilà. Merci Louison. Et en attendant donc ce 4e volet, je rappelle donc que vous êtes à l'affiche de La Fête du Slip ou Le Pipeau de la Puissance. C'est à la Scala à partir de la semaine prochaine jusqu'au 31 décembre. Et puis ensuite, votre spectacle, les 3 volets, seront en tournée dans toute la France. Oui, tout à fait, on a de la chance. Merci à vous d'être venu nous apprendre et nous faire découvrir autant de dimensions que nous ignorions, mais sur lesquelles nous nous posions beaucoup de questions. Merci d'y avoir répondu. Merci à vous. Nous allons maintenant passer à vos photos de la semaine, mes amis, qui portent sur des sujets d'actualité, d'autres sujets d'actualité que vous vouliez mettre en avant cette semaine. On va commencer avec votre photo, Isabelle. Il s'agit d'une attaque au couteau qui s'est produite à Marseille. Oui, ça me fait penser à tout ce qui peut relever de l'impuissance d'État. C'est-à-dire que l'homme en question avait été repéré, il avait été emprisonné, enfin il avait en tout cas été jugé. On avait parce qu'il avait violenté aussi sa femme, il avait tenu des propos antisémites, il avait été violent avec un de ses neveux qu'il avait déjà poignardé. Il y avait 1 an de prison ferme, il y avait une exécution provisoire, il n'aurait jamais dû être relâché. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a été relâché? Pourquoi, alors même qu'il y a désormais une loi Darmanin qui peut permettre de faire tomber effectivement des titres de séjour, même en règle, quand il y a ce genre de comportement, comment se fait-il que ça n'ait pas été fait et que ça ait conduit encore une fois à un drame? Merci Isabelle. Julie Gradiani, votre photo nous emmène en Indonésie où se produisent des manifestations. Des manifestations et des émeutes depuis plusieurs jours, qui ont été déclenchées par un projet qui accordait des privilèges considérés comme exorbitants à la classe politique. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'on voit là une forme de mondialisation des contestations populaires. Avant, on avait coutume de dire il y a les pays développés, les pays en voie de développement. Aujourd'hui, l'Indonésie, comme d'autres pays, se rapproche. C'est des pays à revenus intermédiaires. Et on retrouve les mêmes sujets, les inégalités sociales, le sentiment de privilège de la classe politique, de l'oligarchie, et des répressions policières qui dégénèrent en violence, avec un cycle de violence qui se renforce, et le sentiment d'injustice qui sont de plus en plus mal vécus. Merci Julie. Et on va finir avec une autre actualité de cette semaine, Pierre Jacquemin, c'était
la rentrée scolaire. Et oui, et c'est le sujet sur lequel porte la photo que vous avez choisie. Oui, et c'est vrai que chaque rentrée scolaire, Julie en parlait à l'instant, c'est la question des inégalités, c'est la question... Déjà, on retrouve les copines sur la photo. Là, on est content de retrouver les copines. Ça fait du bien. Donc c'est le bon moment des enfants qui se retrouvent, mais c'est aussi le moment où on prend conscience que, on l'a vu, plusieurs études montrent que les enfants et les adolescents vont de moins en moins bien, il y a une détresse psychologique et qu'en même temps, l'univers, l'encadrement éducatif dans les établissements scolaires est de moins en moins, en tout cas est de plus en plus précaire et que l'éducation nationale va mal, les parents d'élèves ont alerté, les syndicats ont alerté, je crois qu'il y a 73% des établissements qui ont fait leur rentrée sans un effectif complet dans les collèges et les lycées. Les enseignants précarisés, je pense aux enfants en situation de handicap aussi, qui n'ont pas réussi à faire leur rentrée scolaire. Donc il y a là quand même une rentrée qui est certes heureuse pour beaucoup d'enfants, qui sont contents de retrouver les cours d'école. En attendant les prochaines vacances quand même. En attendant évidemment les prochaines vacances, on espère qu'elles seront toujours maintenues à leur rythme. Mais voilà, la situation de l'école va quand même pas très bien. Et cette situation a inspiré notre ami Louison, Pierre. Finalement, les élèves ont le même problème que leurs parents. Il n'y a déjà plus de prof principal, on attend le remplaçant, on ne sait pas trop. Voilà. Merci Louison. Et c'est maintenant l'heure d'accueillir notre nouvelle recrue, David Castello-Lopez, en chair et en os, sur ce plateau dans un instant. Si, le voilà. Bonsoir David, bienvenue. Bonsoir Renaud, merci. Chaque semaine, vous venez donc nous parler d'un objet et vous vous posez des questions que pas grand monde, à part vous, ne se pose, et vous y répondez à votre manière souvent assez absurde, il faut bien le dire, ne le prenez pas mal. Votre chronique s'appelle « Le monde des choses ». Le monde des choses, le monde des choses. Et ce soir, David, vous qui avez une mine étincelante et une peau de bébé, il faut bien le dire aussi, eh bien, vous allez nous révéler vos secrets de beauté. Oui, alors autour de la table, je pense que vous ne me connaissez pas encore très bien et donc vous ne savez sans doute pas que je ne suis pas seulement chroniqueur à 28 minutes, je suis aussi un homme de scène. Je joue des spectacles dans des théâtres parfois très grands, car j'ai ce qu'on appelle du succès. Et comme vous le savez, avec le succès viennent les responsabilités. Et en particulier, celle de présenter à mes fans un visage qui soit à la hauteur de leurs espérances. Le problème, c'est que mon visage a des défauts majeurs. J'ai un front de la taille d'une place de stationnement, j'ai un nez sans caractère et surtout, j'ai des cernes massives et disgracieuses qui s'aggravent d'année en année. Donc, avant chaque spectacle, je me maquille. Je mets d'abord une base hydratante sur laquelle j'ajoute une bonne dose d'anticerne, un petit demi-litre d'anticerne sur mes yeux. Je mets un petit peu de fond de teint, comme ça, et ensuite je finis en appliquant au pinceau de la poudre matifiante. Et regardez le résultat, on a une standing ovation ici à Lille en 2023. Voilà. Bravo. Tout ça, ça m'a donné envie de m'intéresser de plus près au maquillage. Alors j'ai regardé quels événements avaient lieu cet été dans le monde du maquillage et je suis tombé sur le salon Make-up in Paris 2025. Make-up in Paris, c'est de l'anglais, ça veut dire maquillage à Paris. Et ce salon, il a lieu dans un endroit qu'on appelle le Carrousel du Louvre, qui est une sorte de centre commercial chic qui se trouve sous le musée du Louvre, avec la fameuse pyramide inversée qui vous donne l'impression que c'est vous qui êtes à l'envers, et surtout avec elle. Elles, ce sont les statues qui étaient sur le fronton d'un palais qui s'appelait le Palais des Tuileries à Paris. Mais en 1871, il y a des gens qui ont considéré que ce palais était un palais de droite, ce qui était assez vrai, et donc ils l'ont cassé. Mais il en est resté des vestiges, dont ces deux dames qui ont une très mauvaise peau et pas de nez, et qui regardent quoi ? Elles regardent l'entrée du salon Make-up in Paris, édition 2025. Alors ce salon du maquillage, c'est un salon de professionnels pour les professionnels. Et c'est exactement ça qui le rend intéressant. Par exemple, à un moment, je me promenais dans les allées du salon et j'ai vu écrit ça, packaging secondaire. Et moi, quand je vois écrit packaging secondaire, je me dis immédiatement, c'est donc qu'il existe un packaging primaire. Et là, l'excitation commence. Bon, j'ai demandé des explications, c'est un petit peu moins fascinant que ce à quoi je m'attendais. Je peux vous expliquer, si vous prenez par exemple la poudre matifiante que je vous ai montrée tout à l'heure, la petite boîte en plastique dans laquelle elle se trouve, c'est le packaging primaire, et la boîte en carton dans laquelle on met cette boîte en plastique, c'est le packaging secondaire. Et au passage, il y a même un packaging tertiaire, c'est quoi ? C'est les boîtes en carton toutes nulles dans lesquelles on met les packaging secondaires pour les envoyer aux gens.
vous venez tout de même d'apprendre 3 choses en 10 secondes, de rien. Merci David. Alors Renaud, je vous connais, vous allez me demander quoi de neuf dans le milieu, dans le milieu du packaging secondaire. Eh bien, plein de choses. Et en particulier cette boîte qu'on va voir, qui lorsqu'on l'ouvre, fait monter le flacon qu'elle contient, comme si ce flacon était une rockstar majestueuse sur la scène d'un mini zénith. C'est somptueux. Au salon du maquillage, j'ai aussi découvert cette entreprise allemande centenaire qui fabrique uniquement une chose, des tailles-crayons pour crayons à maquillage, avec des modèles à 1 trou, des modèles à 2 trous et même des modèles à 5 trous, ce qui veut dire un seul taille-crayon pour tous les crayons, c'est la joie. 3 heures plus tard, je suis sorti du salon, la tête pleine de ces petites connaissances délicieuses sur le monde du maquillage. Et j'espère que vous aussi, vous les avez trouvées délicieuses. Vous êtes fait virer en fait là. Faut pas rester là, monsieur. Faut partir maintenant. Et Renaud, je vous ai apporté toute une documentation sur les tailles-crayons à maquillage. Tout mon week-end. Parce que je crois que vous n'êtes pas très bien informé sur la question. 2-3 trucs à apprendre, mais grâce à vous, je progresse chaque semaine. Merci beaucoup, David. Merci à tous. Merci les amis. On se retrouve dès que j'aurai fini la plaquette, donc demain à la même heure, 20h05, sur Arte pour 28 minutes samedi et son club international. Un dessin de notre ami Louison qui nous donne un petit conseil week-end. Dans le rock'n'roll comme dans la vie, tout commence par un bon maquillage, donc un bon week-end aussi. Eh ben voilà, bien sûr. Merci Louison. Et comme toujours, on va se quitter en musique, évidemment avec un clin d'œil à notre invité qui est venu tout à l'heure nous donner des nouvelles de sa vie sexuelle et de sa relation à son pénis. Vaste sujet. On va donc continuer de faire le tour de la question avec Pierre Perret, évidemment, le zizi. Tchuss. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le montpelé. Tout, je vous dirai tout sur le zizi. Des zizi, y en a toutes les couleurs, au gai, des boulangers jusqu'aux ramoneurs, au gai. J'en ai vu des impulsifs qui grimpaient dans les calcifs. J'en ai vu de moins voraces tomber dans les godasses. Je suis d'un mécanicien en détresse qui a jamais pu réunir